Oui, et si vous voulez, il y a une véritable crise du G8. Pourquoi? Parce que la mondialisation a créé vraiment un système économique planétaire. Donc toutes les parties du monde sont reliées. Et c'est vrai, comme vous le savez, le G7, G8, ce sont des pays occidentaux, c'est 7 démocraties occidentales, plus la Russie. Donc il y a un problème de représentativité du G8. Et c'est clair que le G8 doit se transformer et accueillir la Chine, l'Inde et l'autre. Le problème, comme vous le savez, ce genre d'instance n'est efficace que si elle a un nombre limité. Si elle a 15 ou 20 États, elle n'a plus d'efficacité. Donc il va falloir trouver un équilibre entre le maintien de la cohésion du G7, G8 et sa légitimité. Ça va être difficile. L'autre problème, ce sont les pouvoirs du G7, G8. C'est vrai qu'il a des pouvoirs purement et simplement de recommandation. Il n'en abuse pas énormément. D'ailleurs, il fait de longues déclarations qui sont très vite oubliées. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer un jour une structure avec des pouvoirs juridiquement plus contraignants? Mais à ce moment-là, c'est clair que cette structure ne peut pas être créée simplement par un consensus entre les gouvernements. Il faudra un véritable traité, un accord juridique entre les gouvernements et le plus grand nombre possible de gouvernements de la planète. En outre, la difficulté, je vous rappelle que ceux qui sont au G7, G8, notamment l'Italie, le Canada, même la France, l'Allemagne, n'ont aucune envie de laisser la place. Et c'est vrai que si on fait de la place pour la Chine, l'Inde, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, imaginer que l'Union européenne ait son propre siège, et à ce moment-là, qu'adviendrait des 4 pays européens qui sont au G7, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. L'idée de base, c'est que le monde aujourd'hui ne va pas si mal que ça. Alors pourquoi ne va... D'abord parce que c'est un monde riche. Jamais le monde n'a été aussi riche. C'est assez clair. Il suffit de regarder les chiffres, il suffit de regarder les rapports entre la quantité d'hommes et la quantité de richesse. Jamais la machine à créer de la richesse n'est aussi efficace. Même s'il y a des inégalités, même s'il y a de la pauvreté. Premier point. Deuxièmement, jamais le monde n'a été aussi organisé. Le monde est organisé de façon désordonnée, mais il y a toutes sortes d'organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales. Il y a véritablement une sorte de forum, de multitude de forums planétaires. Troisième élément, il y a des mécanismes de solidarité. Il y a toute une série de mécanismes. C'est clair qu'il y a, disons, quelques décennies, les famines, les crises internationales se déroulaient dans une totale indifférence parce que c'était loin. Alors plus d'un... Donc il y a toute une série de raisons d'être optimiste. Cela dit, le monde reste imprévisible, extrêmement dangereux. Ça veut dire que demain, il peut y avoir des engrenages imprévisibles. Par exemple, imaginons que l'affaire iranienne dégénère, c'est-à-dire que les ambitions nucléaires iraniennes provoquent par exemple une action d'Israël ou des États-Unis. Il est clair que là, nous entrons dans un engrenage imprévisible. Donc le monde a fait beaucoup de progrès, mais il reste fondamentalement imprévisible et la catastrophe est toujours possible. Le monde est en train de changer. Le monde a été dominé d'abord par l'Europe, disons pendant les 3 siècles, des grandes découvertes jusqu'aux 2 guerres mondiales. Le monde reste encore dominé par l'Occident, c'est-à-dire par l'Europe, les États-Unis, le Canada et le Japon. Et c'est clair que ces nouveaux pays, Chine, Inde, Brésil, demain des pays africains, pays du Moyen-Orient, veulent leur place. On voit déjà que ce monde est en train de changer. Prenez un exemple. Qui imaginait il y a quelques années que des entreprises européennes, que des entreprises américaines pourraient être achetées par des Indiens ou par des Arabes? Alors c'est ce qui est en train de se produire. Donc tous les équilibres économiques sont en train de changer. Le problème, c'est comment ces changements économiques vont se traduire politiquement. Ce qui veut dire que ces nouveaux riches, ces nouveaux colosses, veulent avoir leur mot à dire. On le voit très clairement au sein de l'Organisation mondiale du commerce, on le voit dans le domaine monétaire, où déjà ils veulent prendre leur place. À nouveau, comme toujours dans ces moments de révolution, ça peut se passer bien, ça peut se passer mal. C'est clair que pour que ça se passe bien, il faut que d'une part, ceux qui sont installés acceptent de céder une part de leur pouvoir, et ceux qui arrivent soient, disons, prudents ou modérés dans leurs demandes. Et ça peut se passer bien, mais ça peut se passer mal. Prenons un exemple. C'est clair que la Chine est un pays extrêmement nationaliste et que la Chine est extrêmement sensible en matière de puissance. Si la Chine se sent trop bridée dans ses appétits, elle peut réagir brutalement. C'est ça qu'on voit bien que les pays occidentaux, d'ailleurs, sont très prudents à l'égard de la Chine. Donc, il y a, si vous voulez, tous les équilibres mondiaux sont en train de changer. Cela dit, pour rester un petit peu optimiste, c'est vrai que malgré tout, nous avons une chance. Nous avons deux éléments positifs. Premièrement, aujourd'hui, disons, il n'y a pas trop de grandes passions collectives. Je vous rappelle que ce qui a beaucoup détruit le monde, c'est les phénomènes nationalistes. Donc aujourd'hui, les phénomènes nationalistes sont plus ou moins sous contrôle. Mais nous ne sommes pas totalement à l'abri parce qu'il y a des fondamentalismes violents et il faut espérer que ces fondamentalismes violents n'arriveront pas à s'approprier des aides. Donc, malgré tout, les passions
collectives sont relativement contenues aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, il y a cette organisation du monde qui permet de gérer, de négocier et qui permet d'arriver à des compromis. Donc, les choses pourraient se passer bien, mais je le répète, le monde reste fondamentalement imprévisible. L'histoire n'appartient pas aux hommes, elle modèle les hommes, mais les hommes ne savent pas très bien l'histoire qu'ils font. La France est un pays moyen, bon, elle dit j'ai des valeurs particulières, les droits de l'homme, vous savez, les droits de l'homme, ce n'est pas proprement français, maintenant c'est beaucoup plus large que ça. Non, ce qui est vrai, c'est que d'ailleurs la France, malgré tout, a fait un choix raisonnable, c'est de construire l'Europe. Donc la France peut exister en tant que grand acteur de l'Union européenne et faire exister l'Union européenne. On voit bien que de plus en plus, la France se rend bien compte qu'elle existe à travers l'Union européenne. Si vous voulez, ce qui est difficile, c'est vrai que pour un pays comme la France, qui était un vieux pays, avec une forte tradition politique, la République qui a une haute idée d'elle-même, c'est pas facile d'accepter, pour être simple, d'être l'État fédéré d'un État fédéral, d'un ensemble fédéral. La France doit un peu accepter ça parce que, si vous voulez, soit elle s'isole, soit elle reste enfermée en elle-même, et là elle est vouée au déclin et à la pauvreté, soit elle veut continuer d'exister, et c'est clair que son avenir, c'est une Europe unie, donc en tant que grand acteur de l'Union européenne, étant entendu qu'à l'échelle mondiale, l'acteur principal sera de plus en plus sans doute l'Union européenne.